Comment est-ce qu'une entreprise peut voir ses bénéfices trimestriels baisser, perdre carrément l'accès à une route maritime majeure à cause de tirs de missiles balistiques, et malgré tout ça, se retrouver dans une position financière tellement solide qu'elle décide de construire des voiles géantes sur ses propres fonds? C'est vraiment le paradoxe fascinant qu'on a sous les yeux aujourd'hui. En temps normal, la combinaison de tous ces facteurs, ça annoncerait une crise totale pour n'importe quel conseil d'administration. Mais là, c'est tout le contraire. Ouais, exactement. Et je suis ravie d'aborder ça avec vous aujourd'hui. Pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources, on va décortiquer un document qui, à première vue, ressemble à un simple exercice comptable. Le fameux rapport financier, ouais. C'est ça. Le rapport financier du quatrième trimestre et de l'année 2025, Dodgefell SE, qui a été publié le 11 février 2026. Pour situer un peu le contexte pour notre audience, Dodgefell, c'est un titan norvégien. C'est vraiment un acteur incontournable du transport maritime mondial de produits chimiques. Un géant, ouais. Et ce qui frappe direct à la lecture de ce rapport, c'est que ça se lit pas du tout comme une suite de colonnes Excel. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai eu l'impression de lire le journal de bord d'un équipage qui traverse littéralement et figurativement les pires tempêtes mondiales, quoi. C'est une super métaphore. En fait, il faut voir ce document comme un sismographe de l'économie physique mondiale. D'accord, décortiquons cela. C'est-à-dire? Le transport de produits chimiques, d'huile végétale ou d'acide, en gros, c'est la plomberie de notre monde moderne. Donc, quand on observe les décisions Dodgefell ici, on ne regarde pas juste les marges d'une entreprise en Norvège. On regarde le système en entier. Voilà, on observe littéralement où vont les ressources de la planète, ce qui bloque les chaînes d'approvisionnement en temps réel. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement de comprendre cette mécanique interne, comment ils arrivent à marier une discipline financière vraiment de fer avec le chaos absolu du commerce international actuel. Tout en amorçant une transition climatique énorme au passage. C'est clair. Alors, entrons direct dans la salle des machines avec les données financières. L'année 2025 se clôture sur des chiffres assez massifs. Un résultat net annuel de 155,3 millions de dollars. Ce qui est énorme. Ouais. Et une dette nette qui a été réduite de façon drastique pour tomber à 795 millions de dollars. Ce qui leur a permis de verser un dividende total de 0,98 $ par action pour 2025. Jusque-là, tout va très bien. Sauf que, il y a une anomalie apparente quand on zoome sur la fin de l'année. Le résultat net du quatrième trimestre s'établit à 38 millions de dollars. C'est une baisse, puisqu'au troisième trimestre, c'était 43 millions. Et pourtant, quand on lit les notes d'accompagnement de la direction... Ils exultent presque. J'essaye de visualiser le truc. Si on compare cette entreprise à un athlète de haut niveau, regarder cette baisse de 5 millions, c'est un peu comme regarder son poids sur la balance et s'inquiéter d'une perte de quelques kilos. Ouais, alors qu'en réalité... L'athlète n'a pas perdu de muscle. Il a juste éliminé sa masse graisseuse pour gagner en endurance avant un gros marathon. C'est bien ça qu'on voit dans les chiffres. C'est exactement ça. L'analogie est très pertinente. Mais j'ajouterais juste que cet athlète, en ce moment, il s'apprête à courir sur un terrain littéralement miné. Ah, la géopolitique, on va y venir. Ouais, mais pour rester sur la finance, la baisse du T4 n'est pas du tout subie, c'est une purge stratégique. Le rapport explique que les revenus ont légèrement baissé parce qu'il y a eu moins de jours de revenus commerciaux. Moins de jours en mer. En gros, oui. Et la cause, c'est la vente ultra planifiée de navires pour le recyclage. Ah oui, le rapport cite notamment le navire Beau Cedar, c'est ça? Tout à fait. Le Beau Cedar a été vendu pour un recyclage durable, donc purement comptablement parlant, un navire en moins, c'est du chiffre d'affaires en moins sur le trimestre. C'est logique. Mais d'un point de vue stratégique, ça a généré 10 millions de dollars de liquidités immédiates, on dégage un actif coûteux, on encaisse du cash et on fait de la place pour les nouveaux bateaux. D'accord. Donc, la véritable clé de leur santé financière, ce n'est pas juste le profit net, c'est cette fameuse notion de le cash break-even. Ah, le point d'équilibre de trésorerie, c'est la donnée cruciale, oui. C'est un terme qui revient sans arrêt dans ce secteur. Si je comprends bien la mécanique, c'est vraiment la somme exacte qu'un navire doit générer chaque jour, 24 heures sur 24, juste pour avoir le droit d'exister sur l'eau. C'est la définition parfaite. Ça englobe tout, le salaire de l'équipage, le carburant, l'assurance. L'entretien aussi, j'imagine. Oui, et surtout le service de la dette. Et ce que le rapport nous apprend, c'est qu'au T4, ils ont réussi à faire chuter ce seuil à 21 817 $ par jour. Mais comment on fait baisser ça de manière aussi drastique? Enfin, c'est pas en changeant la marque du café de l'équipage, quoi. Non, c'est là que la stratégie annuelle joue à plein. En écrasant leur dette nette à 795 millions, ils ont mécaniquement écrasé les intérêts bancaires mensuels.
Moins d'intérêt égale un seuil quotidien plus bas. Ah, c'est purement mathématique. Et pour voir à quel point ils sont larges, il faut regarder ce qu'ils gagnent réellement. Leur revenu d'affrètement à temps, ce qu'on appelle les TCE pour Time Charter Equivalent, se maintenait à près de 28 000 $ par jour. Juste pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, le TCE, c'est bien ce qui reste dans la poche de l'armateur une fois qu'on a déduit les coûts spécifiques du voyage, genre les frais de port ou le carburant. C'est ça, c'est l'indicateur roi. Ça permet de comparer deux voyages complètement différents. Donc avec un TCE à 28 000 $ et un coût de survie à moins de 22 000. Ça fait une marge de 6 000 $ par jour par navire? Exactement. C'est un matelas de sécurité massif. Et ils en ont bien besoin. Ouais, parce que cette discipline financière, quand on lit la section macroéconomique du rapport, on comprend très vite que c'est pas un luxe, c'est une armure de survie. Le monde est en ébullition, clairement. C'est le mot. La mer Rouge est devenue une zone à éviter absolument à cause des attaques des Houthis. On parle aussi de l'instabilité liée à l'Iran, de l'intervention américaine au Venezuela. Ouais, l'effet domino de la géopolitique. Mais là, je vais vous pousser un peu dans vos retranchements. J'ai vu un concept hyper intriguant. Le rapport lie directement la bonne santé d'Hautefeld à la répression contre la fameuse flotte fantôme russe et iranienne. Ah, c'est fascinant ça, n'est-ce pas? Mais en quoi le pétrole de contrebande intéresse une boîte qui transporte des huiles végétales et des produits chimiques? Au début, je me disais, l'Europe achète plus de produits chimiques ailleurs pour compenser. C'est une hypothèse hyper intuitive, mais en fait, la vraie réponse est encore plus pragmatique. Ce n'est pas une question de demande, c'est une question de tuyauterie physique, de navires disponibles. D'accord, expliquez-nous ça. Il faut introduire le concept de swing tonnage, le tonnage de bascule. Des genres de navires caméléons? C'est totalement l'idée. Dans la flotte mondiale, vous avez des navires-citernes qui peuvent transporter des produits chimiques simples. Mais si vous nettoyez bien les cuves, ils peuvent aussi transporter du pétrole raffiné. Ah, donc ils vont là où l'argent est le plus facile à prendre. Exactement. Et que se passe-t-il quand l'Europe et les États-Unis frappent fort sur la flotte fantôme russe? Des navires illégaux sont saisis ou bloqués, j'imagine. Voilà. Ça crée un vide énorme sur le marché du pétrole légal. Les producteurs paniquent, ils payent des fortunes pour des navires conformes. Les taux explosent. Et nos fameux navires caméléons? Ils voient l'argent, nettoient leurs cuves et désertent le marché des produits chimiques pour aller faire fortune dans le pétrole. C'est implacable. Donc soudainement, il n'y a plus de concurrence pour Hautefeld sur son propre marché. Et voilà, la demande pour transporter de l'acide ou de l'huile n'a pas baissé, mais il y a beaucoup moins de bateaux. Résultat immédiat, les tarifs d'Hauteville grimpent. C'est fou de voir ça. Et cette pénurie artificielle de navires, elle est aussi aggravée par la mer Rouge. Le rapport confirme qu'ils évitent complètement la zone. C'est le deuxième effet ciseau, oui. Si vous ne passez plus par Suez, vous devez contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Ça rajoute quoi? 2 semaines de voyage? 10 à 15 jours, oui. Mécaniquement, un navire qui faisait 4 allers-retours Asie-Europe par an n'en fait plus que 3. Donc on efface 25% de la capacité mondiale d'un coup. Multipliez ça par toute la flotte marchande et vous comprenez pourquoi l'espace sur un navire Hauteville est si cher et va le rester pour début 2026. C'est vertigineux. Une crise à un bout du monde se transforme en rentabilité à l'autre bout, juste par les maths de la logistique. C'est le commerce mondial à l'état pur. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est ce qu'ils font de cet argent. On pourrait se dire, super, ils remboursent la dette, ils payent les actionnaires et point barre. Bah non, parce qu'il y a un enjeu encore plus gros que la géopolitique qui arrive. L'urgence climatique. Et la réponse d'Hautefeld, elle est écrite noir sur blanc. Ils annoncent un carnet de commandes de 22 nouveaux navires, dont 10 livrés en 2026. Ça représente 14% des commandes mondiales sur ce segment. C'est un pari industriel colossal. Et là, on bascule dans la science-fiction. 2 de ces nouveaux géants des mers seront équipés de voiles en 2026. Le grand retour de la voile, ouais. Mais attention, sous une forme ultra technologique. Le rapport parle de suction sails, donc des voiles à succion. Oui, il faut préciser pour notre audience qu'on ne parle pas du tout de toiles de lin sur des mâts en bois comme au XVIIIe siècle. Non, pas du tout. Ce sont des énormes cylindres verticaux, en métal ou en composite, montés sur le pont. La mécanique est dingue. Ça utilise l'effet Magnus. C'est-à-dire? En fait, un ventilateur interne aspire l'air, ce qui crée une zone de basse pression sur un côté du cylindre. Quand le vent tape dessus, la différence de pression génère une poussée énorme vers l'avant. D'accord, et ça soulage le moteur? Exactement. Le moteur principal force moins, donc la consommation de carburant fossile chute drastiquement en pleine mer.
Et c'est couplé avec des gouvernails spéciaux, les Gate Rudders. C'est incroyable. Mais l'innovation matérielle, ce n'est qu'un côté de leur stratégie. Il y a un autre truc dans le rapport, hein, le fameux corridor vert. Ah oui, l'initiative avec le Brésil. C'est ça. Une route de 5000 milles nautiques entre le Brésil et l'Europe, opérée avec un mélange de biocarburant durable, le B24, garanti par Petrobras. C'est une première pour la navigation hauturière. Et le truc qui m'a vraiment scotché, c'est que c'est autofinancé. Aucune subvention de l'État pour éponger la facture. Pour faire une analogie, c'est comme si quelqu'un décidait de payer son électricité ou son essence 3 fois plus cher aujourd'hui, volontairement. Juste pour forcer le développement du réseau. Voilà, en pariant que l'efficacité future va rembourser l'investissement. Mais pourquoi une entreprise prendrait un tel risque financier sur ses propres deniers? Parce que ce qu'ils achètent, ce n'est pas juste du carburant, c'est de l'apprentissage institutionnel. Hotefield sait que les régulations mondiales vont finir par imposer ça. D'accord, c'est de l'anticipation. Totalement. En bossant avec Petrobras maintenant, ils apprennent à gérer la logistique ultra complexe de ces carburants du futur. Quand la loi tombera, leurs concurrents seront en train de galérer pour s'adapter. Alors qu'Hotefel aura déjà des processus parfaitement rodés. C'est l'idée. Mais il y a quand même une nuance importante, un paradoxe qu'on doit aborder. Ah, alors, quel est le piège? Avec 10 nouveaux navires en 2026, la flotte va augmenter sa capacité de plus de 10%. Mathématiquement, plus de navires, ça veut dire plus d'émissions de gaz à effet de serre absolu. Attendez, donc ils mettent des millions dans des voiles futuristes et du biocarburant, mais à la fin de l'année, ils recracheront quand même plus de CO2 au total. C'est un peu contradictoire, non? Ça en a l'air. Mais c'est là qu'il faut comprendre comment l'industrie juge la performance climatique. On ne regarde pas les émissions absolues, car ça pénaliserait les entreprises qui se développent. On regarde quoi alors? L'intensité carbone. Le juge de paix, c'est l'indice AER, l'Annual Efficiency Ratio. Et comment ça se calcule concrètement, ce truc? Ça mesure très précisément les grammes de CO2 émis pour chaque tonne transportée sur un mille nautique. Et le rapport est formel là-dessus. Grâce aux vieilles coques recyclées comme le beau Sider et aux nouvelles technologies, leur AER reste excellent, maintenu à 6,8. Ah, je vois. Donc, même si l'entreprise grandit et émet plus au global, chaque litre d'huile ou d'acide est transporté de façon beaucoup plus propre qu'avant. Il dilue leur empreinte carbone par l'ingénierie pure. Et le rapport insiste, même si les objectifs politiques mondiaux du net zéro sont repoussés un peu partout, les objectifs d'Hotefield pour 2030, eux, ne bougent pas. C'est vraiment une nuance fondamentale. Donc on a des navires de plus en plus grands, de plus en plus verts, qui naviguent au gré des tempêtes géopolitiques. Ouais, une flotte ultra-moderne. Mais tout ça nous amène à la dernière grande partie de ce document. Parce que ces navires, ils servent à rien s'ils ne peuvent pas s'amarrer, vider et remplir leurs cuves. Ah, l'acier immobile. La division Hotefield Terminals. Pour 2025. 96% dans cette industrie, ça veut dire zéro temps mort. Une cuve se vide, un autre client attend déjà derrière pour la remplir. Et pourtant, quand on regarde la ligne comptable pour cette division, on voit une perte nette de 1,6 million de dollars. C'est quand même bizarre. Comment une infrastructure pleine à craquer peut perdre de l'argent? C'est un classique de la comptabilité consolidée. En fait, cette perte masque la réalité du terrain. Ce chiffre est plombé par des ajustements comptables aux États-Unis, des éléments non récurrents. D'accord, donc c'est du bruit comptable? Si on relie cela à une perspective plus large, la vraie histoire se passe en Europe et en Asie. Les terminaux d'Anvers en Belgique et d'Ulsan en Corée du Sud font des records absolus. Et ils investissent massivement. Ah bah d'ailleurs, le niveau de détail du rapport est dingue. À Anvers, ils ont fini le projet de tank pit Q avec 12 000 m3 de stockage en acier inoxydable. Le choix de l'inoxydable, c'est loin d'être un détail. Pourquoi? C'est juste plus solide. C'est surtout une question de flexibilité. Les produits chimiques sont très corrosifs. Une cuve normale demande des revêtements internes qui s'abîment et sont très durs à nettoyer entre deux clients. Ah, alors qu'avec l'inox, un bon coup de lavage à haute pression et c'est reparti. Voilà, on vide un acide agressif, on nettoie, et quelques heures après, on peut y mettre une huile végétale super délicate. La rotation est fulgurante. C'est comme ça qu'on garde 96% d'occupation. Et ils préparent déjà la suite? Toujours à Anvers, ils ont validé le tank pit S pour 2027, qui ajoutera 36 000 m3. Et à Ulsan, c'est l'expansion E5 en 2026. Près de 88 000 m3 supplémentaires. Mais pourquoi une telle frénésie de béton et d'acier en Europe et en Asie, pile à ce moment-là? Parce qu'un terminal, ça met des années à se construire.
il faut anticiper la macroéconomie de demain. Et le rapport pointe une chose très claire. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Ah oui, cet accord qui doit faire tomber les droits de douane. Exactement. Ça va relier un marché mature à une économie indienne en pleine explosion. Un pont entre plus de 1,5 milliard de consommateurs. Le FMI prévoit même une croissance de 3,3% en 2026. Je vois parfaitement la mécanique. Quand les barrières tarifaires vont sauter, les échanges de plastique, d'engrais, de produits chimiques vont littéralement exploser entre l'Inde et l'Europe. Et tous ces millions de tonnes devront passer par des valves physiques. Et Anvers, c'est la porte d'entrée de l'industrie européenne, pendant qu'Ulsan redistribue en Asie. En construisant ces immenses parcs de stockage en inox, maintenant, Optiel s'assure d'être au bon endroit, au bon moment. Quand la vague du libre-échange va arriver, leurs infrastructures seront prêtes et automatisées. C'est une stratégie de positionnement magistrale. Pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, nos sources révèlent un numéro d'équilibriste assez incroyable. C'est le mot, oui. D'un côté, on a une gestion chirurgicale du présent, optimiser les coûts quotidiens, vendre les vieux navires et tirer parti des crises géopolitiques comme en mer Rouge qui paradoxalement soutiennent les prix. Et de l'autre, ils ont la capacité d'autofinancer le long terme. Voilà, construire les voiles technologiques de demain, financer du biocarburant expérimental et couler l'acier des décennies à venir pour capter les futurs flux mondiaux. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice qu'on peut tirer de ces données. Ah, je vous écoute. Le fait le plus marquant ici, ça reste le financement de ce corridor vert sans aucune subvention publique. On a une multinationale qui assume seule les risques de la R&D climatique par pur pragmatisme commercial et de survie. C'est vrai que c'est rare de voir ça sans l'aide de l'État. Mais du coup, la question qui se pose pour notre audience, c'est si les grandes entreprises privées commencent à dicter les standards logistiques et technologiques de la transition écologique, parce qu'elles en ont les moyens. Quel rôle il reste au gouvernement ? Exactement. Est-ce que les États ne risquent pas de devenir de simples suiveurs, de juste légiférer a posteriori sur des normes que le marché aura déjà imposées de lui-même? C'est une vraie bascule du pouvoir. C'est une pensée fascinante sur laquelle nous allons laisser tout le monde réfléchir. La transition écologique menée par l'instinct de survie commerciale plutôt que par le seul décret politique, c'est une sacrée perspective. En tout cas, ça montre bien que ces rapports annuels sont tout sauf ennuyeux. Oh que non, c'est vraiment une fenêtre sur les mécaniques qui font tourner le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse en profondeur. Cette plongée au cœur de nos sources se termine ici. À très bientôt.